Bienvenue dans Phosphorifus, le deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler avec CC Gauche, que voici ici, de l'espace. Donc, CC Gauche, est-ce que tu veux faire des présentations ou avant de Non, commencer? je pense que c'était bien qu'on découvre plus par mes idées que parce que je suis Ok. ça mieux. Bon bah, j'imagine que c'était ça ta présentation. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'espace. Alors, même si on peut se dire qu'on parlera beaucoup des planètes et tout ça, c'est pas vraiment le principe de ces discussions parce que les planètes, ça s'attribue plus à une science qu'on va pas trop toucher parce que là, on est plus là pour débattre sur des sujets qui ont encore des questions très ouvertes. Et avant de commencer le sujet sur l'espace, peut-être que ce serait bien d'avoir une définition de ce que c'est que l'espace. Donc, quelle serait ta définition de ce qu'est l'espace? Alors l'espace, déjà, pour moi, il faut savoir ce qu'on entend par l'espace. On entend par l'espace soit une dimension matérielle, donc ce qui représenterait du coup l'ensemble de l'univers tel qu'on le connaît, ou on représente l'espace tel qu'une chose qu'on peut voir. Donc c'est dans ce cas-là, ce serait seulement l'univers observable. Selon moi, c'est une chose qu'on doit pouvoir observer, on doit pouvoir se déplacer dedans, donc c'est uniquement l'univers observable. Ok. Donc, en gros, donc pour toi, l'espace serait les trois dimensions dans lesquelles notre Terre se trouverait, mais que l'endroit où on peut savoir où elle se trouve, que l'univers observable, l'univers qu'on sait qui C'est existe, ça. quoi. Ok, Qu'un endroit, on peut y aller. Si on ne peut pas y aller, ce n'est pas un espace. ça tient sens, ça tient sens. Mais on peut quand même avoir des espaces auxquels on peut pas y aller, mais qui existent quand même. Foncièrement, je ne sais pas si on peut être d'accord avec Par, ça, car par si on ne peut exemple, pas y aller, l'intérieur comment on d'un peut trou noir. vérifier qu'ils existent? L'intérieur d'un trou noir ou ce qu'il y a derrière un trou de verre. Après, Justement, Ou plutôt, dans un trou si je me noir, permets d'intervenir vite fait, plutôt le trou noir tout simple, l'existence d'un trou noir. Mais j'avoue que j'ai pas, j'ai pas suivi. non plus, j'ai pas compris le. non, mais ça doit sonner plus clair Donc, dans ce que notre je veux tête. dire, c'est que le trou noir, en soi, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le trou noir. Donc, on Hmm. peut même pas dire que le trou noir est un espace, vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne Oui. peut pas savoir. Ouais. Ok. Même si après les équations, elles disent quand même que le trou noir est quelque chose et n'est pas quelque chose. Donc on peut un peu savoir ce qu'il y a dans un Attention, trou noir. il y a aussi plusieurs types d'équations. Si on suit les équations de la mécanique quantique, le trou noir n'est pas une singularité déjà. Si on suit la Ok. relativité générale, c'est une singularité. Ok. Et Donc, selon les types de physique quantique, c'est pas la même chose en plus. d'accord. Donc il y a encore Donc, des doutes là-dessus. Donc, ok. Bien. Euh, donc toi, tu dirais que la Terre fait partie de l'espace. Donc la Terre, notre planète, fait partie de l'espace. oui, Ok. Donc on est dans l'espace là actuellement. exactement. Nous sommes dans l'espace de l'univers, quoi. Ok. Bien. Tu te souviens tout à l'heure, on avait parlé de l'espace qui avait trois dimensions dans lesquelles on pouvait y aller. Bah, faut savoir que l'espace n'est pas forcément quelque chose à trois dimensions. Il y a des personnes qui se posent la question de savoir si l'espace est un univers à trois dimensions euclidien, donc c'est-à-dire trois dimensions normales à 90 degrés chacune l'une de l'autre. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que la topologie? Je vois, c'est une cartographie de l'espace-temps. Donc, ça montre Non, la pas forme vraiment. qu'il prend. Non, C'est c'est pas l'espace-temps. La topologie, c'est purement mathématique et c'est juste l'étude des déformations de forme. Donc, par exemple, si tu as un donut, ben, on va étudier le fait qu'il a un trou et qu'on peut déformer le donut de manière à ce qu'il garde ce trou. C'est ça, en gros, la topologie. Et par exemple, si on prend une carte de la Terre qui est en 2D euclidien, c'est-à-dire c'est des 90 degrés, et qu'on l'aplatit sur la planète, eh ben, on a des déformations qui arrivent. Parce que c'est pas possible de mettre quelque chose de plat sur une sphère. Oui, ouais, je ok, suis. ok. Et il y a des personnes qui se disent que l'espace est courbé dans le sens où bah, il est pas plat à trois dimensions, mais en gros, comme pour une sphère, si on va très très loin, plus loin que l'univers observable dans une direction, on peut revenir à notre point de départ. Et il y a toujours des recherches là-dessus. Je sais pas si tu as Je pense que tu fais référence à la relativité restreinte, qui parle justement
de la topologie justement de l'espace, où Mhm. ça décrit les formes, la gravité, comment elle fait, hein, comment elle interagit avec la forme de l'espace-temps, et du coup, les différentes théories sur en quelque sorte, le bout de l'univers. Oui, Je pense que c'est ça oui, que tu veux amener. oui, c'est ça. Qu'est-ce qui Et arrive au bout de l'univers? Est-ce qu'il y a un bout à l'univers? pour moi, il y aurait plus de probabilité que l'univers, ça n'a même pas de sens de dire qu'il y a un bout à l'univers, parce qu'au final, l'univers, qu'est-ce que c'est? C'est un espace en 3 dimensions. Mhm. Est-ce qu'on peut dire qu'un espace en 3 dimensions peut finir? Ça, c'est ça le truc. C'est qu'il s'agrandit, oui, parce qu'une unité de 1 mètre devient une unité de 1,1 mètre, par exemple. Mais en dehors de ça, il va pas s'agrandir en taille. C'est juste son échelle qui va augmenter petit à petit. Chaque particule s'écarte à un rythme régulier. D'accord. Ok. Donc, mais du coup, donc la limite de l'univers est définie par en fait la vélocité des particules au temps du Big Bang, quoi. C'est à peu près ça. La limite de l'univers, c'est juste la vitesse maximale, les particules les plus loin qui existent dans l'univers. Moi, je pense, en fait, il n'y aurait pas de sens de dire que l'univers déjà a une taille. Avoir une taille, ça n'a pas de sens. Il faudrait D'accord. dire que l'univers est défini par la distance que toutes les particules se séparent entre elles petit à petit, par l'expansion de l'espace. D'accord. Donc, l'univers ne serait pas défini par une taille, mais par, en quelque sorte, une vitesse d'écartement des particules, selon moi. Ok. D'accord. Parce qu'il y a des tests qui ont été faits, parce que quand je parlais de la courbure de l'univers, il y a des gens qui ont voulu prouver que l'univers était pas courbe, était plat et était stable. Et bah, ça s'annonce être positif parce que la marge d'erreur au final est plus grande que la différence qu'on a obtenue. Donc oui, l'univers apparemment est vraiment sur un plan 3D euclidien normal. Mais ce qui serait intéressant de se dire, c'est que si on prend les trous noirs, ils déforment l'espace et le temps. Et donc, bah, il y a une autre topologie qui se crée. Et donc l'univers, bah, il est pas forcément plat dans un monde 3D. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Notamment aussi, on peut voir les ondes gravitationnelles. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui, je... C'est une déformation qui se propage. C'est-à-dire que l'univers devient lui-même un milieu de transfert d'énergie. Ça voudrait dire que l'espace-temps ne se comporte non pas comme un plan comme on pourrait le penser, mais plus comme un fluide, C'est voire ça. une onde. C'est ça. L'espace-temps n'est pas quelque chose de très mystérieux, supporté par une entité supérieure, mais il interagit avec lui-même et il est chaotique en fait. On pourrait dire qu'il est chaotique. C'est un peu ça. Ok, bien. Euh, alors on va changer de sujet maintenant qu'on a parlé de qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'on l'a bien défini dans toute sa chaoticité. On va parler d'un peu notre place à nous, les humains, dans l'univers. Il y a beaucoup de films de science-fiction qui prennent en compte le fait que on va aller explorer les étoiles, aller voir d'autres civilisations, conquérir de nouvelles planètes et vivre bien plus longtemps que ce qu'on pourrait vivre autour de notre Soleil. Est-ce que tu penses déjà que c'est possible qu'on atteigne un stade d'évolution où on va conquérir d'autres planètes? Alors oui, je pense. Aujourd'hui, l'humanité a un stade d'évolution de 0,75. Si tu vois ce que sont les échelles d'espèces, à peu près. Hmm. Non, Donc en ce serait bien gros, si t'expliques. Ouais. à 0,75, une espèce est capable de prendre toutes les ressources de sa planète. Donc l'homme, on est là aujourd'hui, on exploite toute l'énergie de notre planète. L'étape logique d'une évolution d'une espèce, pour évoluer, elle a besoin d'énergie, toujours plus d'énergie. Après c'est Et l'étape alors logique suivante, je crois que je connais, c'est d'abord après le Soleil et ensuite la ça, galaxie. Si je le dis- Soleil, donc ensuite, on deviendra une civilisation de type 1, on serait capable d'exploiter toute l'énergie de notre Soleil. Ensuite, une civilisation de type 1,5, on a colonisé tout le système solaire, il nous appartient un peu. De type 2, on a colonisé toute notre galaxie. Type 3, l'amas de galaxies. Et type 4, tout l'univers observable. Et le type 5, hypothétique, c'est le moment où on pourrait carrément créer et maîtriser la physique d'une façon à pouvoir créer un espace comme il nous arrange. Et du Ok, coup, philosophiquement, ça serait à ce moment-là, on pourrait considérer qu'on est devenu des dieux. d'accord. Mais
Donc ça, c'est les différentes étapes d'évolution de notre espèce dans l'univers. Mais est-ce que tu penses que c'est réalisable? Parce qu'on se dit conquérir tout l'espace du Soleil, toute la lumière du Soleil, puis de la galaxie, on se dit, est- est-ce que c'est techniquement possible? Alors je sais qu'il y a eu des travaux sur une manière de récolter toute l'énergie d'un Soleil ou toute l'énergie d'un trou noir même. J'avais vu des travaux là-dessus, l'énergie de rotation d'un trou noir. Mais est-ce que tu penses que c'est possible? Alors oui, pour moi, c'est totalement possible. On a plusieurs preuves qu'il avance aujourd'hui. Et déjà, je pense que tu fais référence à la sphère de Dyson quand tu parles Oui, oui, c'est ça. de l'absorption d'énergie d'une étoile. Oui. Mais une sphère de Dyson, il faut savoir que son but primaire n'est pas de prendre toute l'énergie d'une étoile, mais de récupérer de l'énergie d'une étoile. Hmm, Notamment, il y a beaucoup de modèles de sphères de Dyson où on entourait notre Soleil de petits miroirs en orbite très très fin qui se mettraient à orbiter du coup autour du Soleil pour réfléchir la lumière vers une centrale solaire classique qui livrerait une puissance absolument démentielle. En fait, c'est quelque chose que même aujourd'hui on pourrait faire. C'est juste que la mise en place de l'infrastructure demande beaucoup de temps, de moyens et de ressources que c'est nous ça, n'avons pas encore. c'est ça. Et parce que nous, en ce qui concerne notre espèce, on a souvent eu beaucoup de stades d'évolution. Et le problème, c'est que la façon dont on est fait en sorte qu'on a du mal à évoluer par les guerres notamment, je pense aux guerres, et par nos intérêts personnels. Est-ce que tu penses que notre civilisation atteindra un stade où c'est plus vraiment l'individualité qui prend, qui prend son intérêt, mais plus la collectivité de la survie de l'espèce et la conquête de l'univers? Alors là, moi j'ai deux hypothèses. Soit la première, la, la modification génétique de l'homme par l'homme devient quelque chose de courant. L'espèce s'auto-évolue, on n'évolue plus selon la sélection naturelle, mais on s'attribue les caractéristiques que l'on veut nous attribuer, auquel cas il sera possible de faire ça, mais dans un terme strictement évolutif, surtout dans une société où on refuse de faire une sorte d'eugénisme ou de sélection naturelle en permettant à toutes les personnes, même avec les syndromes génétiques les plus graves, de vivre normalement. Je trouve ça bien, mais après, d'un point de vue évolutif, en faisant ça, nous, on corrompt la base génétique de l'humain. Mm. Dans des millions d'années, cet effet-là aura des répercussions extrêmement négatives. Donc je pense pas que si jamais on continue à faire ce qu'on fait actuellement, on arrive à avoir une espèce qui est capable de s'unir et ne pas penser qu'à sa gueule. D'accord. Mais j'arrive pas à changer les caméras. Ok. Ok. Euh, donc j'ai vu beaucoup d'articles sur comment utiliser donc l'énergie des étoiles. Je sais pas si tu es au courant de comment les scientifiques pensent que l'univers va se finir, c'est-à-dire un espace avec Oui, purement des il y a un trous big noirs. freeze. C'est ça, Un big freeze, ouais, je vois. Un purement grand des trous noirs. refroidissement. Bon, en fait, ce sera l'étape où toutes toutes les particules, ou la plupart des particules, les étoiles, les planètes, etc., auront été absorbées par les trous noirs, et il n'y aura plus vraiment d'étoiles dans l'univers. Déjà, tu penses que alors c'est extrêmement flou à dire, mais quel sera notre stade évolutif à ce moment-là? Et comment est-ce que tu penses, est-ce qu'on pourra survivre cette partie-là? Parce qu'il y a des travaux qui déterminent comment récupérer l'énergie d'un trou noir, mais est-ce que tu penses qu'on en sera à ce stade? Alors, je sais pas si tu es familier avec le concept de Great Filter ou grand Oui, filtre en oui, bah, français. j'allais en parler juste après, donc Voilà. ok. Pour moi, l'humanité, on en a passé quand même beaucoup. On continuera à en passer, mais fatalement, il y aura un moment où on va s'en prendre un dans la figure et ça va nous réduire à néant. Ok. Fatalement, à un moment, ça sera fini. Et Hmm. ce scénario de la fin de l'univers où tout va refroidir et tout sera condensé en trou noir est tellement loin que des grands filtres, nous en aurions eu des centaines, des milliers entre-temps. Ok. Mais il y a quand même. Alors, on va juste expliquer les filtres et comment ça marche juste après. Mais quelque chose qui est intéressant à se dire, c'est que si on arrive à un stade où on peut coloniser d'autres planètes, alors dans ce cas-là, pourquoi il n'y aurait pas deux sociétés différentes? Et donc on a plus de chances de survivre les filtres, étant donné qu'on a plusieurs sociétés différentes.
tu Alors vois? c'est là qu'on va se confronter à quelque chose où les filtres ne seront plus des catastrophes naturelles banales, mais des catastrophes d'ampleur biologique. Ça veut dire que on arrivera à un problème, on n'arrivera pas à trouver assez de carbone pour nous auto-répliquer. On arrivera à un problème où nos gènes deviendront défaillants au bout d'un moment ou plus adaptés à la situation à laquelle on vit, ou à tout simplement une incapacité de l'humain à se reproduire. Ça peut arriver Ou très vite que toute la base génétique de l'humanité finisse par être inopérante au final à la reproduction et que sur quelques générations, on arrive à une consanguinité géante qu'on ne c'est puisse ça. pas Mais contrôler. Ou oui, avoir un, ou avoir à un moment tellement modifié le génome humain on arrive un jour à avoir fait un problème, enfin à avoir arrivé à un stade où on fait un problème, qu'on crée sans se rendre compte une simple maladie bénigne qui au final va se révéler d'être mortelle pour toute la race. une maladie génétique en quelque sorte. Oui. Ok. Moi, Ah, je pense que si ce gène a été ajouté par l'homme, on saura régler le problème. Que si par contre, c'est une forme de consanguinité où tous les gènes humains finissent petit à petit par devenir défaillants, ce sera impossible de réparer complètement le génome Oui. humain, à moins d'avoir des copies d'humains congelés d'il y a 200 000 ans. Ça sera Mais c'est vraiment très compliqué. Mais c'était justement ça, en fait, l'idée que je disais. Si on sépare notre civilisation en plusieurs différents éléments distincts et qui ne communiquent pas entre eux, alors à ce stade, si jamais une civilisation meurt, bah, l'autre civilisation est toujours présente, est toujours là et peut toujours apprendre des erreurs de l'autre. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'à un stade où on peut coloniser d'autres planètes, tu penses que le passage où on arrivera à des filtres, eh ben, ce sera inutile d'y penser en fait. Je pense que oui et non. D'un point de vue local, les filtres seront toujours un problème. Oui, Quand ça arrivera des planètes ou une météorite frappera la planète ou quelque chose comme ça arrivera. Donc l'humanité pourra disparaître par endroits. Mais bon, l'humanité, elle se sera beaucoup répandue, donc les effets seront bien limités. Mais on peut par exemple prendre un exemple de phénomène de réaction en chaîne de supernova. Je sais pas si tu vois ce que c'est. oui. C'est quand bah, il y a une supernova qui en fait une autre, j'imagine. Enfin, réaction en chaîne de supernova. Enfin, c'est un Les peu plus supernovas, c'est compliqué des que ça. explosions En fait, d'étoiles, hein, juste on précise. c'est quand une supernova, pendant qu'une étoile fait sa supernova, elle tombe dans un trou noir. Ce qui se passe, c'est que ça va propulser l'énergie de la supernova dans un énorme disque d'énergie qui serait capable de griller entièrement une galaxie. Pour Oui, te dire la puissance ouais, développée c'est. par la Je chose. croyais que c'était plus un laser qu'un disque. En fait, c'est que quand la supernova va s'approcher, donc la fusion nucléaire reprend de plus belle, l'étoile se compresse avec des énergies folles, elle commence à se compresser en étoile à neutrons, Hmm. et à ce moment-là, le trou noir va venir déchiqueter l'étoile à neutrons, et ça va libérer une quantité telle d'énergie que ça va propulser des particules extrêmement chargées de matière, des quarks strange, si tu vois ce que c'est, Des qui particules. vont se mettre à traverser tout l'univers, mais à des vélocités telles qu'un impact fait l'équivalent d'un cratère sur Terre pour une seule particule. Ça détruirait complètement toute une galaxie, voire un groupement de galaxies, selon Donc, la taille de la supernova. mais alors pourquoi c'est jamais arrivé? c'est- Parce que c'est un alors, phénomène extrêmement rare. Il c'est ça. faut Il y a que aussi. l'étoile tombe dans le trou noir avec la supernova. C'est ça. C'est Mais assez. il y a aussi quelque chose qui est intéressant à signaler, c'est que, comme l'a dit alors un philosophe, mais je sais plus c'est lequel, bah, en fait, c'était peut-être un scientifique, tu me corrigeras si tu le connais. Euh, si on serait déjà mort, bah, il y aurait personne pour se dire qu'on était déjà mort. Et donc, le fait qu'on soit en vie est la simple preuve qu'on peut pas vraiment déterminer le pourquoi c'est jamais arrivé. C'est juste parce que si c'était arrivé, tu serais pas en vie pour te poser la Très bien. question. Mhm. Exactement. Euh, Puis il faut rappeler que ces scénarios-là sont purement des prévisions physiques par rapport à nos lois physiques qu'on connaît actuellement, c'est ça, et que peut-être qu'une théorie du tout futur va remettre en cause complètement ce qu'on sait. exactement. On ne peut Euh, jamais. je vais juste expliquer c'est quoi les grands filtres parce que on en a pas mal parlé, mais peut-être que les gens savent pas vraiment ce que c'est qu'un un grand filtre. À moins que tu veux l'expliquer. Non, non, vas-y, vas-y. Ok. Comme ça, tu pourras me corriger, c'est jamais j'ai une erreur. Mais en gros, le principe d'un filtre évolutif, je sais pas c'est vrai, quoi c'est mon vrai nom. Euh, Bah, en français, c'est un grand filtre, un filtre un évolutif. filtre Tu peux appeler évolutif, ça comme tu veux. je trouve que c'est très bien filtre évolutif. Le principe
d'un filtre évolutif, c'est en fait, dans l'évolution de l'homme, on passe d'étape en Même de étape, toute espèce, hein. de, Toute de espèce. toute espèce, mais je prends l'homme parce que c'est notre espèce actuelle, pour pouvoir arriver à évoluer à un autre niveau et pour pouvoir survivre plus longtemps, eh ben, la nature va mettre en quelque sorte un filtre qui tue la plupart des civilisations. Donc, il est probable, en fait, ça vient d'une théorie sur laquelle on va arriver, de la communication avec d'autres êtres dans d'autres planètes, d'autres êtres vivants. Si on n'a pas été contacté avec d'autres êtres vivants encore, la théorie dit qu'il y a deux raisons pourquoi. Soit parce qu'on est la seule espèce en vie dans l'univers, soit parce que toutes les autres espèces sont mortes. Alors, bon, voilà, c'est de là d'où vient l'idée de filtre. En fait, l'idée de filtre, c'est si toutes les espèces sont mortes sauf nous, ça veut dire que ça va être bientôt notre tour et qu'on va devoir arriver à affronter un challenge qu'on connaît pas encore. Ou que si on est la seule espèce encore en vie, ça veut dire que toutes les autres espèces sont déjà mortes et qu'on a passé du coup ce filtre évolutif où la plupart des espèces étaient mortes. En fait, les filtres évolutifs, c'est en quelque sorte des boss finales dans un jeu vidéo où la plupart des joueurs meurent. Bon, sauf que là, quand ils meurent à tout jamais. Mais euh, les filtres évolutifs, c'est une sorte de filtre où la plupart des civilisations n'arrivent pas à passer. Et il est théorisé qu'on en a passé plusieurs, hein. L'apparition de la vie sur Terre, le fait qu'il y avait de l'eau en même temps et qu'une planète parfaite et que on a réussi à évoluer de manière à créer de la nouvelle technologie, etc. Donc ça aurait pu être un filtre ou deux filtres, donc comment vous le comptez. Et il est supposé qu'il y ait plusieurs autres filtres par plus tard. Par exemple, le fait que il y ait plein de supernovas, plein d'explosions de supernovas qu'on a évité, par exemple. Ou tout simplement que les humains n'arrivent pas à temps à coloniser d'autres planètes pour avoir plus de ressources et Et, meurent tout et simplement de qu'on ne meurt, pas voilà. avoir assez de ressources. Ça aussi, c'est une autre idée de. Ce qui est dans un plan d'existence relativement court est le plus probable. C'est ça, c'est aussi une autre idée de filtre. Et pour le coup, le problème de ce filtre-là, c'est qu'il arrive à chaque stade d'évolution. Qu'on soit dans un stade d'évolution, on est en train de coloniser toutes les ressources de notre propre planète, de la planète du Soleil ou de la galaxie, il faudra toujours arriver à passer au stade d'évolution d'après avant d'avoir grillé toutes nos ressources et donc de mourir. Et c'est techniquement aussi un grand filtre qu'il y a à chaque version. Bien, et Moi, je pense, il y avait un problème dans mes explications ou c'était non, plutôt. c'est bien, mais je pense qu'il faut que je vais aborder une approche plus mathématique au grand filtre. Donc, j'expliquais que c'est que l'équation de Drake. Donc, je pense, tu as dû en entendre parler en faisant des recherches pour ce live. Hmm, Donc, l'équation de Drake, c'est une équation qui permet de connaître le nombre d'espèces intelligentes que potentiellement on pourrait rencontrer. Donc, cette équation dit que dans l'espace, dans l'univers visible, il y a 10 puissance 12 planètes habitables. Parmi elles, il y a seulement 10% qui sont comme la Terre. Parmi elles, il y a encore 10% qui ont de l'eau liquide, et ainsi de suite. Et chacun de ces facteurs s'appelle un grand filtre, en fait. Et en fait, il y a tellement de facteurs dans cette équation, et il y en a tellement qui s'ajoutent en permanence, qu'on arrive à la probabilité qu'il y ait une espèce intelligente dans l'univers soit de 1. Ce qui voudrait dire qu'on est les seuls dans l'univers, non pas parce que un Dieu nous a créés et qu'il nous a laissés comme ça, mais parce que les probabilités sont extrêmement minces d'avoir une espèce intelligente comme nous, c'est ça. qui tient sur des Mais millions d'années. après, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant là-dessus, c'est que toutes ces idées qu'on rajoute, c'est des idées qui ont marché pour nous. C'est-à-dire on est en vie, conscient et tout ça, parce qu'on est sur une Terre qui a telle température, qui a de l'eau, qui a de la vie, qui a des météorites, etc. Bon, bref. Mais si ça se trouve, une civilisation intelligente n'a pas forcément besoin de toutes ces choses-là. Par exemple, on peut très bien imaginer des molécules faites en autre chose que du carbone qui quand même réagissent avec leur environnement d'une manière qu'on n'a pas Oui. encore réussi à prouver parce que les molécules sont trop complexes ou C'est trop ça que grandes. je voulais en parler. Ah, ok. C'est c'est un phénomène qu'on pensait impossible jusque-là, une forme de vie qui n'utiliserait pas de phosphore. Le phosphore, c'est un élément qu'on utilise dans l'ADN. En fait, l'ADN, c'est une double hélice. Chaque échelle de l'ADN qui contient les bases, donc ATCG, et bah, chacune est faite avec des groupements phosphates, d'où l'adénosine triphosphate, ADN.
et bah, ces groupements phosphates contiennent du phosphore. Et on a trouvé dans des milieux très très pollués des bactéries où leur ADN n'est pas de l'ADN comme on connaît et ne contient pas de phosphore. En fait, ils encodent leurs gènes sur de l'arsenic. C'est assez fou. Ils utilisent de l'arsenic comme du phosphore. Ils arrivent très bien à vivre avec ça. C'est ça. Donc, on peut imaginer ça avec du phosphore, mais certains scientifiques ont aussi théorisé qu'on pourrait faire la même chose entre le carbone et le silicium. Donc, la silice, le sable, hein, c'est à peu près le même élément. On peut aussi faire ça avec du bore, qui est un autre élément moins commun dans l'univers, mais on peut pas se fermer des portes avec ça. Et du coup, on peut aussi s'imaginer que des espèces actuelles, nous, on utilise de l'eau liquide parce que c'est le liquide qui est sur Terre. C'est Et ça. par Et exemple, que on peut prendre Titan, satellite de Saturne, qui a du méthane liquide. Il pleut, il y a un climat comme sur Terre, une atmosphère, tout ça. Sauf que c'est du méthane liquide. Il fait très très froid. On pourrait imaginer des molécules qui sont capables de fonctionner à ces températures exactement. basées sur du méthane. Et c'est ça le problème du coup avec cette équation, c'est que du coup c'est très difficile de déterminer si elle est cohérente et pas par rapport que à nous, mais par rapport à vraiment toutes les possibilités de création, d'assemblage de molécules dans l'univers. Et puis, il faut aussi se rendre compte que le fait que l'homme soit apparu est complètement fou. Déjà, que la première cellule, que des Oui. atomes qui réagissent par des équations chimiques simples arrivent aléatoirement à former un truc aussi complexe qu'une cellule avec un ADN, des protéines capables de lire cet ADN et des acides aminés pour qu'elles puissent se répliquer, c'est juste une chance C'est ça. incroyable. Mais après, là, je vais aussi te dire que, comme pour le fait qu'on peut fabriquer peut-être des formes de vie avec autre chose que ce dont on a besoin, il est aussi probable que dans l'univers, il y a un assemblage de molécules qui a créé ces molécules-là. Je sais pas si tu vois l'idée. En gros, c'est plus une réaction en chaîne de un truc composé de 4 atomes qui agissent de manière à fabriquer un truc composé de 5 atomes et par la chance, et ben en fait, ça s'est assemblé et ça a créé la vie. Et du coup, si ça se trouve, il y a une plus grande probabilité que la vie existe, mais juste parce que c'est pas vraiment un assemblage parfait de la cellule parfaite d'aujourd'hui dans l'univers comme ça par hasard, mais c'est plus juste des réactions en chaîne de différentes molécules qui créent d'autres molécules. Je vais prendre un exemple qu'on connaît aujourd'hui. En fait, on a découvert que l'ADN tel qu'on a, il a 4 bases, donc ATCG. Mais en réalité, on a trouvé 16 bases que tu peux fixer sur l'ADN et qui peuvent être lues par nos protéines. C'est juste que l'aléatoire, au début de la formation des premières cellules, n'a jamais investi dans ces groupements parce que l'aléatoire ne les a pas produits. Et du coup, on s'est retrouvé avec ces groupements-là. Ça aurait pu très bien être d'autres types de groupements qui auraient fait à peu près les mêmes fonctions au final. C'est ça. Mais notre vie aurait été complètement différente. Les protéines n'auraient pas été faites sous la même façon. Et on aurait toujours des espèces intelligentes, des animaux, etc. Mais le point de vue fondamental de la cellule ne serait pas le même. Ok. Abzak, est-ce qu'il y a des messages dans le chat? Du coup, faudrait nous dire si jamais il y a des messages. Allô? Non, il n'y a pas de message. Ah, il n'y a pas de message. Ok. Bon, bah, on va continuer alors. Sur le prochain sujet, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Ok. Donc. Oui. Alors. Donc toi, tu penses que dans le futur, on modifiera notre propre ADN. Est-ce que tu penses que le caractère est relié à l'ADN? Et la peur de la mort aussi est reliée à l'ADN? Est reliée, Alors, pour moi, il faut distinguer deux choses. L'évolution culturelle de l'évolution génétique. Et il y a aussi l'épigénétique. Mais ça, je pense on va revenir plus tard parce que l'espace est un endroit où l'épigénétique a de très grands impacts. En fait, l'éducation conditionne notre comportement, etc. Mais notre génétique met nos attributs par défaut. Ça veut dire que c'est un peu comme si on parlait d'un ordinateur. C'est ça. Tout le monde n'est pas avec le même cerveau. Certains ont des i9, certains ont des i3. Et si après, tu installes que des Tetris sur un i9, bah, la personne ne sera pas plus intelligente. Alors que si tu installes sur un i3 un programme très avancé, le PC pourra faire des grandes choses. Et comme on l'avait dit dans la dernière émission Phosphorus aussi, on peut comparer notre cerveau à un ordinateur dans le sens où il y a
des programmes qui sont préfaits, précodés, qu'on peut pas modifier avec du code, et qui sont en fait tes réflexes, les trucs qui sont génétiques, qu'on pourrait modifier avec l'évolution, mais pas toi-même, sur toi-même. Et il y a des programmes que tu peux coder toi-même, qui sont plus l'apprentissage, la culture et tout ça. Je sais pas Surtout, il si... faut savoir que notre cerveau n'est pas une machine où tu nais, tu sais marcher, tu as une nerf pour le langage et compagnie. Ton cerveau va s'adapter à ce qu'il apprend. C'est une machine d'une plasticité géniale. Demain, je te coupe un bras, je te mets 4 bras robotiques, ton cerveau saura faire fonctionner les 4 bras robotiques. C'est Après, complètement plastique. C'est-à-dire que c'est pas à la naissance où c'est décidé que tu vas savoir faire fonctionner tes bras. Non, c'est ton cerveau, il c'est apprend ça. à les Mais il y a à quand le même faire. des choses qui sont ancrées dans notre cerveau à la naissance, et c'est notamment la peur de la mort qui nous a permis de survivre jusqu'à là, hein. C'est-à-dire on va pas sauter au-dessus d'une falaise, on va protéger nos enfants, etc. Ça, La peur de la mort chez l'humain, elle apparaît qu'à partir de 2 mois. Les 2 premiers mois de la vie, l'humain n'a pas de peur de la mort. Son ok, cerveau n'est pas encore capable n'est pas assez formé pour pouvoir comprendre ça. oui, Mais mais aujourd'hui, on sait que c'est codé dans les gènes. On sait que c'est codé dans les gènes. ok, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais du coup, est-ce que tu penses que pour pouvoir avoir cette évolution spatiale qu'il nous faudrait pour pouvoir conquérir d'autres étoiles, il faudrait qu'on arrive à retirer des gènes de l'humain la peur de la mort, ou en tout cas la diminuer, ou faire traiter la peur de la mort les voyages Je spatiaux. pense que la peur de la mort, on la voit comme un problème, mais c'est un atout extraordinaire à l'humanité. C'est Mm. ce qui fait qu'on va faire tout, on va mettre jusqu'au dernier des efforts pour pouvoir survivre. C'est ce qui fait que l'humanité en est là aujourd'hui. Sinon, on aurait abandonné au premier grand filtre. C'est C'est ce qui a ça. fait qu'on a tenu aussi longtemps. Oui. Pour moi, Ou c'est la- peut-être les culturel. seules éditions génétiques vraiment intéressantes du voyage interstellaire sont créer un humain plus économe en nourriture, qui supporte mieux les nourritures à autocalorifique. Donc ça réduirait les problèmes de diabète, d'hyperglycémie, toutes ces maladies-là. Avoir un cerveau qui gère beaucoup mieux le manque de pesanteur. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ça crée des problèmes au niveau du cerveau, du cœur, Oui. de la vision Mm. aussi notamment. Il nous faudrait un humain capable de voir les ultraviolets. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais aux courses d'évolution, on Oui. a perdu un code. Ouais, et Ça puis serait bien de pouvoir. même on pourrait voir plus que les ultraviolets techniquement, si on arrive à Ça nous serait, retrouver un ça code. nous serait pas vraiment utile. L'ultraviolet est vraiment le seul qui pourrait nous être utile. Après, c'est Avec vrai que ouais. peut-être l'infrarouge proche qui pourrait être à peu près utile. Pas de repérer d'autres humains quand il fait un peu plus sombre, on va dire. Mais à part ça, je vois pas vraiment d'évolution. Ah oui, la capacité aussi. Il y a beaucoup les oursons d'eau, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ont ça, c'est assez fou. Ils ont une protéine qui s'enroule autour de leur ADN, qui fait que quand un rayon cosmique frappe leur ADN, eh ben, il va abîmer la protéine plutôt qu'abîmer l'ADN. Et du coup, Donc ça limite très ça peu le évite les cancer. cancers. Est-ce que C'est tu ça. penses qu'on pourrait curer le cancer, enfin on pourrait annihiler le cancer en utilisant une technique un peu similaire, d'ailleurs? À 100%, à 100%. On voit bien les éléphants, les baleines, tous ces animaux-là n'ont pas de cancer. Mm. Ils ont déjà beaucoup de gènes suppresseurs de cancer par rapport à l'humain, qu'on pourrait tout à fait copier sur l'humain, et qui ont déjà été commencés à être copiés d'ailleurs. Et on a aussi le principe d'hypertumeur, où on pourrait rendre nos cellules cancéreuses plus faibles en s'arrangeant pour qu'un gène qui code pour la réplication de la cellule code aussi pour une fonction vitale à la cellule, ce qui l'empêcherait de muter en cancer. C'est Ok. 2 hypothèses étudiées, Le seul voire problème qui modifier reste notre. maintenant aujourd'hui pour créer ça, c'est les lois, surtout. C'est ça. Oui. Parce qu'on a les outils pour le faire. On a CRISPR-Cas9, on a Oui, ça j'ai vu. J'ai vu un l'injection peu. de virus en remplacement coronaire. On a vraiment beaucoup de techniques d'édition génétique qui fonctionnent très bien, qu'on a testé, retesté et retesté. Mais les lois font vraiment défaut. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut pas être non plus stupide en se disant que les Chinois, les Américains, les Nord-Coréens n'ont pas déjà fait naître des humains modifiés à des fins militaires. Ah bah ça, Pour moi, faire les choses comme ça, à interdire complètement la chose, il vaut mieux la réguler et que ça soit fait au grand jour, que ça soit fait par derrière et qu'il y ait des pratiques absolument abominables. Parce que Mais les est-ce que enfants, tu penses que du coup ça fera naître de la, de la ségrégation, ce genre de ah, pratique? totalement,
totalement. Ben, D'accord. Donc ça, je me souviens plus du nom du film, mais j'ai vu un film récemment qui parlait tout simplement de ça. Welcome Donc to c'était des humains Galaga. qui étaient... Bienvenue à De quoi? Galaga. Bienvenue à Ouais, voilà. Galaga. Non, je crois. Il est vieux maintenant, le film. Il Ouais, a 20 mais ans. il parle bien de ce sujet, je trouve. Ouais, Il il est... parle bien justement de cet effet de ségrégation et de perfection génétique un petit peu. C'est ça. Parce que on pourra se dire, aujourd'hui, on connaît même déjà les gènes pour coder pour une meilleure intelligence, une meilleure capacité de mémorisation, etc. Est-ce que ne pas vouloir donner à son enfant les capacités d'avoir une meilleure réflexion, c'est pas au final vouloir le punir et lui donner de la souffrance inutile qu'il ne pourrait pas avoir par de sa modification? Alors, bon, alors après, c'est vrai qu'on va, à parler de ce sujet, on va finir par dériver de notre sujet principal, Ouais. mais je vais Qui est quand déjà un même, petit peu le cas, mais... oui, c'est qui est déjà un peu loin quand même, mais je vais juste dire que le problème, c'est que si tout le monde a des gènes modifiés, il y a plus de diversité génétique, et ça peut causer un problème sur plein d'autres points, j'imagine. Je sais pas si t'es d'accord là-dessus. Et la diversité génétique, aujourd'hui, je pense que tu parles de la consanguinité. C'est Alors causé oui, c'était un des sujets de la par le diversité. fait qu'il y a des mauvais allèles qui sont dans la banque de gènes entre guillemets de l'humanité. Du coup, si tu te reproduis avec quelqu'un qui a des gènes très proches, donc souvent des membres de ta famille, les maladies génétiques vont s'amplifier et devenir de plus en plus problématiques au fur et à mesure des générations. Dans une Ok, humanité où il n'y aurait aucun allèle négatif, ça ne poserait aucun problème. c'est ça. Après, la diversité serait complètement annihilée. On serait tous les mêmes et seule notre éducation, notre formation et au final nos mutations un peu aléatoires de la naissance nous rendraient différents. C'est ça. Ok. Bon, je propose qu'on passe Bah, du coup, on revient au sujet dans lequel on était de base, c'est-à-dire la peur de la mort. Parce que, personnellement, la plupart des personnes, si elles sont proposées de faire un voyage sur Mars de 6 mois, un voyage sur Mars 6 mois de retour et 1 an là-bas, elles vont refuser. Euh, Est-ce que tu penses que génétiquement, ça peut se corriger en quelque sorte, ce genre de problème pour notre évolution spatiale? Alors déjà, il faut savoir que les gens sont prêts à aller sur Mars. Les gens n'ont pas peur de la mort, ils n'ont rien à perdre. D'une secondement, la peur de la mort, ça serait un très gros problème de la retirer. Parce que des Oui, humains mais arrivés je sur parle pas, Mars, je à la parle pas, première galère, ils se suicideraient. je parle pas de retirer la peur de la mort, mais je te parle de corriger génétiquement le simple fait de vouloir explorer à tes risques et périls. Bah, c'est déjà le cas, hein. Excuse-moi, mais dans l'évolution humaine, il y a eu des gens qui ont qui ont été explorer les nouveaux mondes, donc à l'époque, quand Par on bateau n'avait par pas exemple. encore découvert tous les continents. Mm, C'était très dangereux, il y a eu beaucoup de morts, mais l'humain est curieux et veut savoir ce qu'il y a à l'autre bout de son bout de terre. Donc ça m'étonnerait que on ait un problème sur ça. ok. Et donc tu penses que c'est relativement similaire la colonisation par bateau d'avant avec la colonisation spatiale de maintenant? Oui, bah, Honnêtement, je dirais à 100% aussi, hein. pardon, continue. Non mais tu peux aussi donner ton avis, Abzak, si tu Non, veux non, là-dessus. c'est pas moi qui est dans le débat, pardon. Non mais ok. Ah, Ah, ben, attends, par contre, on a un message du chat. Ah, Alors, il y a Noise qui nous dit que lui, il serait prêt à aller dans une navette et explorer Mars et les environs. d'accord. Merci bah, déjà, beaucoup. déjà, il faut se dire que Mars, c'est 6 mois de voyage avec des fusées actuelles. Donc, on imagine que dans quelques dizaines d'années, on arrivera à diviser la durée du trajet par 6 ou 7. Donc, ça durera un mois. Il faut savoir que le voyage pour les États-Unis d'Amérique, donc le Nouveau Monde, c'était plus de 6 mois de voyage. Et il y avait Mmh. pas ils n'ont pas tous les conforts nutritionnels que les astronautes auront. Car là-bas, il y avait des gros problèmes de scorbut et compagnie, des maladies terribles, Ouais. les gens souffraient, s'étaient entassés dans des cales. Do- Donc c- donc c'est vraiment en fait similaire quoi. On peut vraiment le comparer. C'est des choses qui sont vraiment le, la, Vraiment con- similaires. la conquête. Parce que si on regarde, c'est en fait le truc qui est dangereux quand on le regarde, c'est que si il y a un truc qui arrive à ta navette,
il n'y a pas de moyen de faire marche arrière. Et même quand tu es à la moitié du trajet, il n'y a pas de moyen de faire marche arrière. Avec Et, le Quand bateau, t'es... c'est pareil. Voilà. et c'est pour ça que... Ok. Bah voilà, question réglée, passons au prochain sujet, j'imagine, du coup. Un peu. Non, mais du coup, c'est... Bon, voilà. On peut vraiment le comparer avec les premiers pionniers de l'océan. Et dans les livres d'histoire, on s'en souviendra pareil que des galères que les vaisseaux spatials. Enfin, je pense. Oui, je pense. C'est ça. Je suis d'accord là-dessus. Ok. Alors, on avait déjà parlé de la vie qui serait autre part et pourquoi est-ce qu'il y en aurait et pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas. Euh, donc, tu avais dit que les probabilités pour qu'il y ait de la vie soient assez faibles, mais qu'au final, l'équation valait pas dire grand-chose. Est-ce que tu penses qu'il y a de la vie autre part? Moi, honnêtement, je vais te dire que oui. Je suis assez optimiste. Je dirais pas qu'il y a une espèce qui a atteint le stade 1 encore de notre groupement de galaxies, enfin de notre galaxie tout court. Mais je pense que des organismes unicellulaires capables de s'auto-répliquer, il doit y en avoir un paquet dans la galaxie. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'elle nous aurait pas déjà... Ah bah oui, parce que c'est des organismes unicellulaires. Oui, C'est super. c'est Euh, sûrement Ils des vont algues ou pas des faire trucs comme ça, hein, grand-chose, hein, à part ils vont des pas faire petits grand-chose, oui. balbutiements dans l'eau. Mais c'est vrai que quand on regarde la Terre à l'échelle de l'univers, au final, on a été créé très très tard, comparé à l'échelle de très, l'univers. Hein. Nous, très tard. l'évolution de la Terre, c'est un micronième de seconde comparé à tout, tout l'univers. Euh, Pourquoi est-ce qu'une forme de vie qui serait pas apparue la moitié du temps de l'univers avant nous serait pas déjà un stade super évolutif et nous aurait pas déjà contacté? Est-ce que tu penses que déjà il y Je a eu des pense, formes de vie avant? je pense que oui, il y a eu des formes de vie qui ont peut-être été jusqu'au stade de l'humanité, hein. Mais on en parlait tout à l'heure, hein, les grands filtres, Les je grands pense, filtres, ont oui. fait que ces espèces-là ont disparu C'est ça. et que nous, peut-être nous allons disparaître dans quelques milliers d'années. Voire, je vais même être assez pessimiste là-dessus, mais vu la merde qu'on fait sur Terre, si on n'arrive pas à s'échapper de la Terre et à rendre une planète habitable, d'ici quelques milliers d'années, la planète sera invivable si on continue comme ça. On aura transformé notre Terre en un endroit très hostile. Donc, Mhm. on a peut-être créé notre propre grand filtre au final. Oui. Mais après, ça peut aussi faire partie d'un filtre, l'individualisme et la façon sociale dont ça marche. Bon, bref. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que... Alors, tu as peut-être déjà entendu parler des capsules temporelles, je pense. Oui, Donc, le je vois principe, ce que c'est. c'est de mettre des éléments qui racontent bien la façon dont notre société vit dans une capsule, et cette capsule, on la scelle et on la conserve jusqu'à plus tard dans l'histoire où on pourra la réouvrir. Et il y a déjà eu des capsules temporelles qui ont été créées de manière à survivre, même si jamais la Terre explose. Bon, il y a des capsules temporelles qu'on a envoyées dans l'espace, etc. La Tu question parles de celle de c'est, Voyageur 1, je pense. il y en avait plein, il y Voyageur avait 1, il est... Voyageur 1, il y a un satellite autour de la Terre qui contient aussi plein Si la Terre explose, d'informations. le satellite. Message Oui, dans le chat. bon voilà, mais il y a plein de capsules temporelles et les plupart ont été créées par un scientifique qui s'appelle Carl Sagan, qui est absolument un de mes scientifiques préférés parce qu'il est un mix entre la philosophie, la science et tout ça. Euh, Ma question c'est, s'il y a eu d'autres civilisations avant nous et s'il y en a eu beaucoup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé une capsule temporelle? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé une? Parce que dans la galaxie, il y a combien d'étoiles? Il y a plusieurs milliards d'étoiles, voire plusieurs dizaines de milliards d'étoiles. Nous sommes une étoile dedans et là-dedans, une planète dedans. Est-ce qu'on aurait pu capter quelque chose grand comme une capsule temporelle alors qu'on a déjà du mal à repérer un astéroïde de plusieurs kilomètres de taille à plusieurs dizaines de milliers non pas plusieurs dizaines, plusieurs milliards, à, à quelques unités astronomiques de la Terre, quoi. On a du mal à repérer Aussi, un les autre astéroïdes truc, par d'une taille exemple, suffisante. sur les signaux radio, on est assez nombriliste de dire il y a que des signaux radio parce que peut-être les formes de vie qui ont évolué sur une autre planète ont peut-être évolué dans un autre système de communication que la radio. Et Oui, même, je vais prendre un autre truc, c'est que la radio, c'est quelque chose qui est resté
quelques dizaines d'années sur l'humanité. On te sert quasiment plus de la radio aujourd'hui. Alors, je technologie prendrai l'exemple radio, des satellites. mais les satellites sont en train de les passer en communication par laser, qui a beaucoup plus d'avantages Hmm. sur la distance. Du coup, Oui. peut-être que c'est juste que les extraterrestres voient même pas l'intérêt de communiquer par radio. Ils ont déjà depuis longtemps Mais adopté la alors, communication si laser. une On a civilisation... juste un message dans le chat. Ah, La question est quand est-ce que l'homme sera prêt à aller sur Mars? Mais je crois qu'on a déjà répondu à cette question avant. Non. euh, Ok. Non, c'est vrai, on n'a pas répondu à ça. Bah, du coup, c'est à toi que je pose la question. À ton avis, c'est dans combien de temps le premier voyage sur Mars, et c'est dans combien de temps Alors, la le première... premier homme qui pose un pied sur Mars ou la première colonie permanente sur Mars? les deux. Premier Alors, pour moi, voyage et... le premier homme sur Mars, dans 30, je dirais 30 ans maximum. Je suis assez optimiste là-dessus. Colonie Ok. permanente, je dirais 2100, 2110. Ok. Donc on Oh, est peut-être un quand peu. même... Mais après, ça s'explique beaucoup quand même. L'économie permanente, c'est quand même énormément de travail et c'est quand même beaucoup d'évolution. Surtout, Très, c'est la très, quantité de matériel qu'on doit amener là-bas. c'est ça. C'est C'est ça le très problème. complexe à mettre en place. Ok, Mais Donc, du déjà, coup, pour vous, dire qu'en 2040, on sera sur Mars, c'est beaucoup trop optimiste. oh non, mais j'ai n'importe, c'est impossible, c'est impossible. Vraiment. Elon Musk, quelqu'un que je respecte beaucoup car il a fait avancer beaucoup de choses dans le monde spatial. Mais Elon Musk dit toujours beaucoup de merde. Donc, faut Non, mais pas il a chiffrer ces raison, choses. il a raison, il a raison. Il faut Parce pas chiffrer que, ces échéances. Hein. Il avait annoncé quoi? Il avait annoncé la retirement de ses fusées. C'est arrivé 10 ans après. Il bon, a après, si toujours c'est des choses arrivé 10 ans importantes. après, moi, je dis pas non à 2050. Hein. Bah, mais après, 2050, il ça y a fait quand quand même même une déjà plus mieux. différence entre construire un objet technique qu'on annonce en un an et J'ai dit 30. J'ai dit à peu près 30 ans. Hein. Et 2050, c'est dans 30 ans. Hein. le Je parais premier déjà homme. vieux, putain. Ouais, premier homme. Ok. Alors, Et puis, question aussi, pas mal, toi, tu penses, la Lune, une colonie sur la Lune, c'est peut-être plus réaliste? Colonie sur la Lune. il y a moins d'intérêt pour le coup, dans mon avis. Pour le Alors, coup, tu serais alors étonné. non, il y a autant d'intérêt parce que du coup, faire une colonie sur la Lune, ça pourrait nous en apprendre beaucoup sur justement les colonies pour ensuite aller sur Mars. Alors, la colonie sur la Lune est beaucoup plus utile, bizarrement, que celle sur Mars. Pour deux raisons. La gravité de la Lune est extrêmement faible. Ça pourrait devenir une sorte de hub spatial pour le transfert de marchandises, etc. La Lune contient beaucoup de glace d'eau. Ça permettrait d'alimenter en carburant des satellites sans avoir besoin de faire décoller des choses depuis la Terre, ce qui demande beaucoup d'énergie. En plus, elle a beaucoup de ressources minières. Elle contient de l'hélium-3 pour la fusion nucléaire. Bref, la Lune, c'est vraiment quelque chose de plus Ok. intéressant que Mars, foncièrement. Pour une Et c'est à 3 colonie jours. qui vit, est-ce que c'est vraiment utile? Je veux dire, c'est bien comme point de relais pour les fusées qui vont partir dans d'autres endroits, mais pour une colonie qui vit dessus, je n'avais pas trop l'intérêt. Du coup. Clairement, Mars sera mieux au final pour une colonie. C'est des jours de 25 heures, donc un peu plus, mais c'est à peu près pareil. Il y a toujours une gravité qui te maintient un peu en forme. C'est mieux. Mais après, Mars, il faut pas oublier, le sol de Mars est toxique. Il n'y a pas d'atmosphère quasiment. Et le peu d'atmosphère qu'il y a, c'est du CO2. Il n'y a aucune eau liquide sur Mars. Bon, il y en a beaucoup dans la roche, mais elle n'est pas liquide. Les températures sont très différentes entre le jour et la nuit, avec plusieurs centaines de degrés d'écart. Mm. Les, comment ça s'appelle? Tu n'es pas protégé contre les rayons cosmiques par le champ magnétique de la Terre, alors que la Lune Sur l'est. la Lune non plus, hein, t'es déjà sorti de la ceinture de Van Allen. Tu penses qu'il n'y a plus aucune protection de la Terre déjà? Non, je crois pas. Ouais, Enfin, ce qui nous problématique aussi. protège des rayons C'est le champ c'est magnétique. le champ magnétique ou la boucle de Van Allen. Et puis cette boucle, elle a déjà disparu sur la Lune. Ok. Je fais juste une Je- recherche vite fait pour vérifier ça. C'est possible, c'est possible. Ouais, ça me paraît crédible. Ouais, parce on doit la contourner quand on va sur la Lune, justement. Pour Oui, pas c'est arriver dans ça. les zones de haute énergie. Ouais, t'as raison, t'as raison. Donc, je retire ce que j'ai dit, même si les rayons cosmiques sont toujours un problème. Sur Mars, il y a aussi des problèmes que
il y a très peu de carbone sur la planète Mars, en dehors du CO2 de l'atmosphère. L'eau, il y a à peu près. Il n'y a pas d'atmosphère, donc mettre des éoliennes, c'est compliqué. Il y a des tempêtes de sable, donc les panneaux solaires, c'est relativement compliqué aussi. L'énergie solaire est moins abondante que sur Terre et la poussière est extrêmement fine. Donc, Et puis il n'y a pas aussi un problème avec les, les éruptions du soleil? justement, il y a le même problème avec la Lune. Ouais, ok. Oui, ah oui, bah, c'est vrai. C'est, je pense, ça que je voulais parler. Oui, 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 pardon, je suis fatigué. Ok. Alors, on va juste retourner sur notre sujet de la civilisation, de communiquer avec d'autres formes de vie. Alors, imaginons que nous, on ait atteint un stade extrêmement poussé dans l'univers, donc par exemple la colonisation d'une galaxie entière. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait faire une boîte de... Merde, une capsule temporelle, voilà. Comment est-ce qu'on pourrait faire une capsule temporelle qui resterait à travers l'univers et à travers les morts de nos civilisations, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible? Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Alors, je pense que l'approche utilisée par Voyager 1 est la bonne solution. Donc, pour info, Voyager 1, c'est un disque d'or où on a gravé Oui. dans un encodage relativement simple à comprendre avec les explications de comment le décoder, un film avec un enregistrement audio et des schémas de l'homme dessus, etc. Il y a vraiment plein de trucs dessus. Au final, je pense que envoyer ça dans l'espace intersidéral, c'est la meilleure façon de c'est une capsule temporelle. Après, pour qu'elle soit trouvée, c'est une des pires façons. Parce que qui va aller dans l'espace intersidéral sondé pour des capsules temporelles? Euh, C'est ça aussi. euh, alors par exemple, il y a eu d'autres capsules temporelles qui ont été faites et si on regarde celle qui est mise en orbite, c'est alors si ça se trouve c'est pas celle qui est mise en orbite, c'est une autre, mais c'est une plaque de métal pour le coup, c'est pas un disque. C'est juste une plaque de métal avec un schéma de l'homme et de la femme, et aussi notre position dans l'espace avec des différentes étoiles. Et en fait, le problème que moi j'ai avec Voyager 1, c'est que ça utilise donc une représentation de disque. Alors même s'il y a des explications sur la vitesse de rotation du disque et tout ça, et comment le décoder en binaire, etc., ça reste quand même notre façon de coder des images et des vidéos. Et peut-être que des personnes extraterrestres vont se dire que ça n'a rien à voir avec quelque chose d'humain et qu'ils n'arriveront pas à le décoder parce qu'ils savent pas vraiment, ils n'ont pas le même processus de réflexion. Je sais pas Allô? si... Allô, oui? Oui, ça a coupé d'un seul coup. Je me suis dit que t'avais un peu Ah oui, non, mais planté. j'avais terminé, j'avais terminé. Donc, Ils ont juste pas pour le... moi, c'est à la fois compliqué, mais je pars du principe que si une espèce capable d'envoyer des satellites dans l'espace trouve ça, en foncièrement l'encodage d'un signal audio sur un disque est pour eux décodable. La seule chose qu'il faut se penser, c'est est-ce qu'ils auront les mêmes plages de fréquence d'écoute? Est-ce qu'ils comprendront que de ce qu'on parle, c'est des mots et qu'on s'en sert pour communiquer? Ça se trouve, eux ne communiquent pas avec des mots, mais juste avec des changements de couleur ou par message chimique. Et pour Hmm, eux, c'est complètement impensable d'utiliser du son pour communiquer. c'est ça. Juste Ils ont pour vous peut-être même pas situer d'oreilles. un petit peu dans le débat à combien on est actuellement à 1h49. D'accord. Enfin, déjà, Bah, ça ça- passe très très vite ce genre de débat. Dans tous les cas, c'est le dernier point. Enfin, on peut continuer à débattre là-dessus, mais ce sera le dernier point que j'avais. C'est mon truc. Euh, alors oui, donc le problème c'est ça, mais si on regarde la plaquette d'or que j'avais fait dont j'avais parlé juste avant, ils utilisaient du binaire. Non, ils utilisaient, pardon, oui, du binaire pour encoder des distances entre la Terre et d'autres étoiles, et pour déterminer ce que l'unité binaire représentait en termes de distance, ils utilisaient donc des choses qu'on considère ne jamais changer dans l'univers, c'est-à-dire le spin up et spin down et les différences des trucs de physique quantique
qui vont... Il n'y avait pas aussi la distance Terre-Soleil, ou je sais plus, c'est une unité astronomique, je crois, je sais plus Oui, comment c'est ça unité s'appelle. astronomique, ouais. Ouais. Mais non, on n'utilise pas l'unité astronomique pour faire ça, parce que le problème, c'est que l'unité astronomique, c'est quelque chose qui a été créé par l'humain, et que si une autre civilisation Oui. venait à découvrir quelque chose qui est noté en unité astronomique, bah, ça marcherait pas. Pardon. Si je me souviens bien, sur cette plaque, il y a un étalon de longueur qui a la durée d'une seconde encodée avec un système avec pi. Et il y a la constante de Planck et la vitesse de la lumière marquée Ouais, dessus. c'est ça. Oui, Et c'est ça. aussi la position de la Terre qui est encodée par rapport à plein de quasars et de pulsars à très haute vitesse de rotation. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est de ça dont je te parlais, en fait. Donc, est-ce que tu penses que la seule vraiment vraie manière pour communiquer avec une civilisation qui fonctionne pas comme nous, c'est d'utiliser des méthodes scientifiques qu'on ne pense jamais changer dans l'univers observable? C'est la question. Pour moi, le fait de chercher déjà à communiquer avec une civilisation n'a pas vraiment de sens parce que est-ce qu'on peut même être sûr que la civilisation auquel on va parler communique avec les mêmes moyens que nous? Ça se trouve, il y a une civilisation qui n'a pas de vue, mais qui est très intelligente aussi, C'est ça. qui n'est juste pas Dieu ou qui ne voit pas le spectre de la lumière qu'on voit et que pour eux, bah, de l'or, c'est une matière toxique et c'est un déchet ou un truc comme ça, hein. Ça va se cracher dans leur atmosphère en devenant une sorte de boule C'est ça. informe. Mais après, c'est quoi les probabilités? Et moi, de mon point de vue, ce que je dirais, c'est que bah, ça vaut mieux de tester, de tenter le coup, parce que la façon dont nous on l'utilisait dans la plaque, c'est qu'on creusait l'or, on mettait de la couleur, donc on utilisait plusieurs de nos sens humains, puis en plus on le mettait sur une plaquette, dans une construction qui est clairement pas naturelle. Donc, je sais pas, de mon point de vue, ça m'a l'air d'être quand même une solution assez solide d'utiliser la science et différents moyens de communication. Il y avait l'audio tout à l'heure, puis maintenant on a la vue et le toucher. Différents moyens de communication pour pouvoir donner des messages à travers d'autres civilisations. Pour moi, ça me semble être une méthode valide. Et Il y si avait, un jour sur Terre il y a enfin un monolithe noir et effrayant qui viendrait se poser sur Terre, dont il y a une écriture dessus, qu'est-ce qu'on ferait? Mm. Bah, il y a des recherches qui ont été réalisées où on a donné un équivalent de ce qu'on a envoyé dans l'espace à des gens lambda pour voir s'ils arrivaient à le décoder, et ils ont Mmh. réussi. Donc, enfin, Cool. là, des scientifiques aussi, tout ça, mais ils ont réussi en partie. Et après, le problème, c'est que c'est nous qui l'avons encodé. Donc, bah, Mmh. oui, en aucun cas, on peut savoir si c'est ça reste loin vraiment... des sens Parce humains. que ça pourrait être C'est ça, extrêmement effrayant de notre point de vue, d'avoir un truc qui vient se poser sur Terre comme ça, puis qui est noir et puis oui, qui fait peur. c'est ça. Enfin, Et Pourquoi je pense que c'est étant donné parce qu'on a une que parce culture... que parce que présumé des films. Exactement, en fait, c'est ce que j'allais dire, étant donné qu'on a une culture très... sur ce sujet est très pessimiste. Mais je veux dire, on n'a pas Je beaucoup de... trouve qu'un très bon film là-dessus, la théorie du langage, c'est The Arrival. En français, je crois, c'est quoi en français? C'est Le rival. Premier Contact. Premier Ah, Contact. j'en ai déjà entendu parler. Ah, Il est c'est sur pas Netflix. Il est sur Netflix. voilà, OK. C'est un très bon film. C'est pas un film Netflix à la base, hein, mais il a été ajouté récemment sur Oui, Netflix. je l'ai Ok. vu. C'est un film qui parle justement où des aliens, t'as 12 vaisseaux spatiaux qui se posent sur Terre, avec des aliens dedans, complètement gentils, quoi, mais on sait pas comment communiquer avec eux. Et eux, ils communiquent pas par du son. Ils Mmh. communiquent en faisant des taches d'encre dans l'air, en mettant une sorte de fumée. Et au petit à petit, en fait, c'est une scientifique qui va apprendre à discuter avec ces aliens avec ces taches d'encre. Et eux, ils utilisent une écriture non linéaire où le temps n'a pas de début ni de fin. Et du coup, en apprenant cette écriture, elle va pouvoir voir dans le futur et dans le passé. Et en C'est fait, c'est cool les ça. aliens qui offrent ça, ce cadeau à l'humanité de l'apprentissage de leur langage pour que l'humanité les aide dans 3000 ans. C'est un peu perché le scénario, mais il est très bien. Et Ok, ça montre justement les problématiques du langage, etc. très bien. Aussi un autre film traitant, enfin qui est un petit peu la même chose. On enlève Premier et puis on laisse Contact. Bon, c'est un film un petit peu plus orienté hollywoodien, je pense.
je sais pas si vous l'avez vu. Il est surtout. C'est un film en fait où on reçoit par je sais plus quoi un schéma, un schéma d'une construction. Et du coup, la NASA va construire ça. Donc elle va la tester, elle va comprendre son fonctionnement. Et cette machine, elle permet de pouvoir voir à travers l'univers en soi pour aller sur un autre plan d'existence ou quelque chose de ce genre-là, qui, tout simplement, est incroyable. C'est un très bon film. Faut le regarder pour le comprendre. Puis je vais avoir de la peine à l'expliquer là, mais Oui. Mais c'est très bien qu'on termine sur des ressources. Donc comme ça, si les viewers veulent aller plus loin sur ce sujet-là, ils pourront regarder donc ton film qui s'appelle Premier Contact et ton film Abzac qui s'appelle. Contact. D'accord, on a Et contacté Premier il y a Contact. une de bande son originale de Daft Punk. Puis voilà. D'accord. Donc le film J'aurais est de. aussi Vous avez juste placé besoin un de autre taper film. Contact 1997. C'est l'année du film et vous tomberez directement dessus. Ok. Je vous propose J'aimerais, qu'on s'arrête là, à moins que tu aies encore quelque chose à dire. j'aurais aimé placer un dernier film Ouais, qui vas-y. est plus proche au final de notre discussion que Premier Contact ou Contact. C'est Prometheus. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Ouais. Ça parle, en fait, ils retrouvent sur Terre des vestiges dans d'anciennes civilisations, de toujours à la même disposition de boules dans le ciel, avec des choses qui arrivent. Et en fait, ils explorent toute notre galaxie et se rendent compte que ça correspond à un système planétaire et qu'en fait, ce sont les créateurs de l'humanité qui sont les ancêtres de l'humanité qui sont venus sur Terre et puis ensuite ils sont barrés quoi. Et Ok. puis l'humanité évolue de son côté. Et puis ils vont les voir et puis ils découvrent. Ok. Après, Bon, c'est plus hollywoodien aussi. je te propose qu'on se lève de la table et qu'on se mette devant la caméra pour dire au revoir. Je vais prendre un pen parce qu'on n'a pas pris. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, et puis aussi, je profite de placer aussi un autre film comme ça. Mais si vous avez jamais vu le film, 2001 l'Odyssée de l'espace, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bon film. Il est bon. Euh, t'es courbé, c'est très étrange. Courbet, what? Oui, t'es courbé. Tu t'es assis par terre. Là t'es allongé. Ah, là t'es debout. Tu te mets devant la caméra, histoire qu'on dise au revoir. Bon, la caméra elle te voit pas. C'est Tom est grand. Voilà. Tiens, voilà, on va se mettre comme ça. C'est très bien. Bon, merci beaucoup d'avoir. Oh, punaise. Tellement grand, what the fuck. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Phosphorus. On se dit à mardi prochain, mais là pour le coup c'est moins sûr qu'on soit présent parce que il y a la rentrée, donc je connais pas mon emploi du temps encore. Merci beaucoup d'avoir participé, CC Gauche. Il est présent sur le serveur Discord de Discursive si vous voulez communiquer avec lui. Et si vous voulez participer au prochain épisode, il n'y a pas vraiment de moyen, c'est plutôt moi qui choisis en général, donc bon. Non, en fait, non. Non, mais Je fais un faux espoir. C'est quoi ça? non, mais Ça, je crois. alors si ça, si je m'en souviens bien, ça c'est du totalitarisme, ça. Hein. Ouais. C'est du populisme. Il promet des choses, mais au fond, il y aura rien. Non, nous voulons la promettre que nous n'avons pas fait poison dans le corps de Vladimir Petrovitch, là, le méchant. Voilà. On parle pas de Vladimir comme ça. Hein. Non, attends, pas Vladimir. Comment il s'appelle l'autre qui s'est fait empoisonner? Il y a après eu beaucoup d'empoisonnés. Hein. Quoi l'histoire? Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Abzac pour cet épisode de Phosphorus. Et du coup, on se dit à prochainement. Et si vous voulez connaître la date, suivez-nous sur Discord et Twitter. Et donc, merci beaucoup. La rediffusion, évidemment, sera sur YouTube, sur la chaîne Phosphorus. Et la version montée, rapide et tout ça, discursif, on verra peut-être. Ça reste encore à trouver. Et passez une
bonne journée, une bonne suite soirée. d'une bonne soirée, oui, à ce stade. Et un dernier mot à dire? Écoutez. Au Yes. revoir, Parfait. Poutine. Au revoir, Fautine. Et merci beaucoup d'avoir participé, c'était super. Au revoir.